Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Une émission que vous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr, également sur sa chaîne YouTube. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Anne-Laure Poré. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions La Découverte La langue de l'Ankar, leçon Khmer rouge d'anéantissement, un livre qui m'a énormément intéressé, d'autant que, comme beaucoup de gens, je ne suis pas très familier de cette histoire du Cambodge des années 1970, même en ayant vu certains des grands films de Ritipan sur le sujet, qu'on conseille évidemment en accompagnement du podcast qu'on fait ensemble. Peut-être une toute première question pour éclairer un peu le titre de votre livre. L'Ankar, ce n'est pas un nom forcément familier, pourtant c'est quelque chose qui est central dans le Cambodge des années 1975-79. À quoi ça fait référence ? En fait, l'Ankar, c'est le nom du Parti communiste du Kampuchea. Mais quand ce mot est utilisé dans le Cambodge des Khmers rouges, donc on est entre 1975 et 1979, ils sont au pouvoir. Ankar, ça veut dire organisation. Et ils ont une autre expression qui est Ankar Paliwat, qui veut dire organisation révolutionnaire. Donc ça fait référence au parti, mais en fait, pour les Cambodgiens qui entendent ce mot, c'est assez abstrait et assez secret. Et en fait, ça permet de maintenir le secret sur qui sont les dirigeants de ce parti communiste du Kampuchea, qui ont pris le pouvoir le 17 avril 1975, en renversant le régime républicain et en prenant des mesures très radicales très vite. C'est-à-dire qu'ils prennent la capitale et ils la vident de ses 2 millions d'habitants et de réfugiés. Et ils vont faire pareil dans toutes les villes qu'ils ont prises. Et cette population va être envoyée dans les campagnes pour cultiver les rizières. Et en fait, cette politique va inaugurer des choses plus larges, abolition de la propriété, abolition des marchés. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de pratique des religions, les pagodes sont abandonnées, les moines bouddhistes sont mis au travail. Et voilà, et tout le monde est envoyé dans les rizières pour aller conduire la révolution agricole qui passe par l'agriculture, donc une révolution paysanne, et tout le monde doit être mis à contribution. Et en fait, dans l'envoi de ces populations citadines et de réfugiés partout dans les campagnes, ça c'est un premier déplacement, mais en fait les déplacements, va y en avoir d'autres, et à chaque fois avec un aggravement pour ces populations de leur situation. Alors ces gens qui sont envoyés dans les campagnes, ils sont appelés peuples nouveaux. C'est-à-dire qu'ils sont nouveaux dans la révolution, c'est-à-dire ce ne sont pas des révolutionnaires. Les révolutionnaires, en tout cas les gens qui vivent dans ces zones sous contrôle Khmer rouge, parfois depuis plusieurs années, sont appelés peuples anciens. Et donc eux, ils sont plus authentiquement attachés à cet idéal paysan et à cette façon de vivre dans les campagnes. Donc dans les mesures que prennent les Khmers rouges, qui sont assez emblématiques, vous avez aussi le fait que tout le monde doive s'habiller en noir, qui est la tenue des paysans. Vous avez, y compris l'organisation, alors c'est des choses qui viennent petit à petit, mais ça dépend des régions, mais le collectivisme en fait, dans le travail, dans les repas. Vous avez commencé à poser le décor de ces années cauchemardesques, en fait, d'un pouvoir démiurgique qui va vider les villes en quelques jours de leurs habitants, mettre tout le monde au travail et essayer d'établir une utopie purifiant la société par des moyens d'une grande violence. Ça arrive en 1975, mais ça vient d'assez loin. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de qui sont ceux qu'on appelle les Khmers rouges ? C'est d'ailleurs pas forcément comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, hein. Vous l'avez dit, on utilise plutôt le terme d'Ankar. Qui sont ces Khmers rouges ? Évidemment, sans raconter toute la séquence qui les a menés au pouvoir, mais ça s'inscrit quand même dans le contexte de la guerre en Asie du Sud-Est qui dure depuis longtemps et qui a permis à un groupuscule au départ très réduit de devenir ce pouvoir qui s'installe. Les Khmers rouges, qui sont désignés comme ça par le chef d'État Norodom Sihanouk quand il est au pouvoir, c'est une appellation qu'il utilise pour en gros qualifier le front de gauche, enfin la partie gauche, qui sont
des gens qui, héritiers du Parti communiste d'Indochine, créé par Ho Chi Minh, qui sont les héritiers d'une volonté de s'émanciper du colon français, qui sont les héritiers d'une pensée qui veut réformer la société, en tout cas aboutir à une société plus juste, plus égalitaire. Et puis vous avez aussi dans ces mouvements des gens qui vont être anti-monarchistes, enfin qui vont vraiment s'opposer à la figure de Sihanouk comme roi et puis ensuite comme chef d'État. Mais voilà, Sihanouk il désigne les Khmers rouges pour qualifier ces gens qui ont avec des influences différentes, vietnamiennes, plus tard maoïstes. Oui, on a l'impression quand même que cette mise au travail dans les campagnes, c'est très marqué aussi par le grand bond en avant et puis par la révolution culturelle chinoise, il y a une influence du maoïsme chez les gens qui deviennent ensuite, comme Pol Pot, les dirigeants de cet encart révolutionnaire. Oui, tout à fait. Il y a une influence et comme en fait chez n'importe quel militant communiste de cette période-là. Et puis il faut se mettre à la place d'un militant cambodgien. Quels sont les régimes de référence en Asie à l'époque ? Vous avez le Vietnam, vous avez la Chine, vous avez aussi la Corée du Nord. Et en fait, c'est logique d'aller regarder quels partis communistes sont arrivés au pouvoir dans la région. Votre livre n'est pas une histoire globale de la période des Khmers rouges au pouvoir au Cambodge, mais il est centré sur un document très spécifique, le cahier noir. Et ce cahier noir, il figure dans les archives du lieu le plus emblématique, le plus paroxystique des violences Khmers rouges, qu'on appelle S21 ou également Tuol Sleng, qui est le lieu qui est à la fois une prison, un lieu de mise à mort, un lieu de mise au travail, dans lequel on pourrait dire des spécialistes de la violence ont œuvré pendant des années. Comment est-ce que vous êtes tombé sur ce cahier ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous emparer de ce document ? On va décrire ensuite sa matérialité, qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi c'est une source aussi intéressante. Mais dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à vous en emparer ? Alors, je ne vous ai pas suffisamment présenté, vous avez été journaliste, vous avez également soutenu une thèse en anthropologie portant sur ces questions. Comment vous en êtes venu à vous emparer de ce matériau ? Alors en fait, ce cahier, il a été consulté par des historiens pour travailler sur ces questions de torture. Comment les gens étaient torturés dans ce lieu qui s'appelle S21. S21, c'est un nom de code. C'est S pour Santebal. 21, c'était le numéro de communication entre le chef de S21 et le ministre de la Défense et chef d'état-major, qui s'appelait Son Sen. Santebal, c'est le nom de, entre guillemets, la police secrète ou l'organisation de violence du régime. Oui, alors c'est vraiment Santebal, ça qualifie, a priori, ça ne qualifie que S21. Donc on est en haut de l'appareil répressif. Cet appareil répressif, il y a près de 200 prisons, en fait, dans l'ensemble du pays, ce qui est énorme pour la population de l'époque, qui devait être autour de 7-8 millions. Et donc, c'est vraiment l'appareil qui encadre la population. Et S21 est tout en haut de cette pyramide pour tout un tas de raisons très particulières. Par exemple, en fait, le chef de S21 est en communication quotidienne avec les dirigeants du parti, avec Son Sen, avec éventuellement Pol Pot, avec son numéro 2, Nuon Chea. Donc, en fait, S21 orchestre la traque des ennemis du parti. Et la particularité aussi, c'est qu'il y a des archives colossales dans ce lieu. Et ce cahier sur lequel vous me demandez comment je le découvre, il fait partie en fait de ces archives. Mais l'ensemble de ces archives, c'est plutôt, ce qu'on en sait, c'est plutôt des biographies de prisonniers, des aveux qui ont été obtenus sous la torture par les interrogateurs de S21. Voilà, et dans cet ensemble, il y a des cahiers de notes qui ont été pris par les interrogateurs quand Dutch les formait à l'interrogatoire. Et dans ces cahiers de notes, il y en a un qui a une... il est très particulier parce que il a une couverture cartonnée noire, parce que il est vraiment extrêmement
extrêmement bien présenté, extrêmement... il y a une rigueur dans la présentation, etc. Oui, il y a un cahier iconographique dans votre livre qui montre qu'effectivement, ça ne déparerait pas dans l'école de Jules Ferry avec un soulignement parfait. On a quelque chose de formellement très soigné. Et en fait, ce cahier donc, a été étudié par différents historiens qui ont travaillé sur les aveux, m'a aussi été signalé par Rétipane, qui me dit il faudrait, ce serait intéressant quand même d'aller traduire mot à mot ce cahier. Et quand je l'ai découvert dans les archives, je l'ai cherché, il était connu des archivistes, et il était connu des archivistes parce que justement, il a cette forme très particulière et qui le distingue en fait d'autres cahiers de notes plus simples. Et donc je me suis attelée à la tâche avec Rétipane, à la tâche de la traduction de ce cahier, qui alors franchement au départ c'était compliqué. Vous avez quel statut à ce moment-là ? Vous avez vécu longtemps au Cambodge, vous avez fait un travail journalistique, vous commencez votre travail, entre guillemets, scientifique de recherche. C'est quoi dans votre parcours personnel ? Qu'est-ce qui vous conduit à ça ? Alors quand je commence à étudier ce cahier, je suis déjà inscrite en doctorat en anthropologie. Et j'ai une difficulté pour lire ces archives, c'est que je parle pas très bien, je ne lis pas bien le khmer, et que le khmer dans les archives, il est écrit vraiment à la main. Donc ça rend plus difficile le décryptage. Donc en fait, dans cette complicité de traduction avec Rétipane, ça me permet aussi d'entrer dans la matière de qu'est-ce que c'est que cette langue de Dutch, en fait, comment il parle à ses subordonnés. Alors Dutch, on ne l'a pas dit encore, mais c'est une figure que certains connaissent, c'est le maître d'œuvre de ce lieu répressif, et Rétipane lui a consacré un documentaire entier, le maître des forges de l'enfer. Il a été condamné assez récemment à une peine de prison à perpétuité, après avoir vécu un peu dans la semi-clandestinité. Donc c'est le personnage central qui est en filigrane dans tout le livre. Oui, et en fait, c'est aussi un fil conducteur dans mon parcours jusqu'à ces archives de S21, parce qu'en fait, j'ai suivi son procès au Cambodge en tant que journaliste, et j'ai donc raconté les audiences pour Ouest France, pour RFI, et j'ai aussi écrit un blog tous les jours sur ce qui se disait en audience. Et en fait, Dutch, c'est un personnage extrêmement intéressant. Il maîtrise extrêmement bien son procès. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il parle. Contrairement à ses supérieurs hiérarchiques qui vont être jugés plus tard, mais qui, eux, ne disent pas grand-chose, en fait. Et lui, il est prêt à s'exprimer, à reconnaître un certain nombre de faits. Et ce qui m'a intriguée pendant le procès, c'est aussi ce qu'il ne reconnaît pas. Et c'est aussi où est-ce qu'il va garder une part de silence, d'ombre. En fait, c'est des questions qui sont restées et qui m'ont conduite ensuite, plus tard, à m'inscrire en thèse. Avec quelque chose à ce procès qui est assez troublant, c'est que c'est presque l'inverse d'un certain nombre de criminels de masse qui ont été jugés dans l'histoire, qui en général disent on est des exécutants, mais on n'a pas donné d'ordre, on n'a fait qu'appliquer les ordres, etc. Et lui, quasiment de façon inverse, reconnaît avoir été un maître d'œuvre, mais dit presque je me suis pas sali les mains, j'ai pas torturé. Donc c'est une inversion assez troublante quand on pense au procès Eichmann, par exemple, de la manière dont il se présente, et ce qui a d'ailleurs troublé beaucoup de contemporains qui se sont dit comment on peut afficher avec aussi peu d'empathie pour ses victimes, assumer ses responsabilités et en même temps prétendre n'avoir pas torturé. Oui, la question de l'implication physique de Dutch dans le crime est une question, en tout cas, qui est restée pour moi une question ouverte après le procès, mais qui n'a pas été beaucoup creusée par la Cour, dans la mesure où il était
il disait, voilà, il y a des documents, je reconnais que un tel est victime, je reconnais que cette personne a été interrogée à S21 sous mon autorité. Enfin, voilà, donc il y avait quand même une partie du travail de reconnaissance qui était fait et qui suffisait à ce tribunal. Alors la question de l'implication de Douch physiquement dans les interrogatoires est restée latente et en fait elle est un peu en filigrane dans le livre que je viens de publier parce que ça implique aussi cette question du corps. Enfin voilà, comment on raconte ça, comment on parle de cet engagement physique, charnel dans cette machine de mort. Avec une médiation paradoxale qui est celle de ce cahier, puisque Douch n'en est pas l'auteur. En tout cas, il n'en est pas l'auteur direct, il n'en est pas le scripteur. C'est pas lui qui a noté avec ce papier bien réglé, ce soulignement très, très scolaire, tout ce qu'on trouve dedans. Mais c'est quelqu'un dont on ne sait pas exactement qui c'est, mais qui a été son élève en quelque sorte. Alors c'est un interrogateur, et puis quand le cahier est présenté à Douch, enfin il reconnaît que c'est bien ces leçons qui sont consignées dans ce cahier. La question c'est qui est l'auteur. Bon, il a suggéré un nom au procès. Après vérification dans les archives des différentes biographies de ces hommes qui travaillaient à S21, ça pourrait être ce jeune homme, mais ça pourrait aussi être plusieurs personnes ou ça pourrait être quelqu'un d'autre. Enfin, il n'y a pas de certitude en fait sur l'auteur. Et je ne sais pas s'il faut se contenter de la parole de Douch pour savoir qui a écrit le cahier. Parce que sur d'autres cahiers, notamment un cahier qui a été écrit par des gens dont il était vraiment très proche, c'est-à-dire Pon, qui était son adjoint au bureau des interrogatoires, voilà, il dit c'est l'écriture de Pon, l'écriture de Touille, un autre interrogateur, enfin, voilà, il les connaissait de plus près et pourtant il est confus parfois. Donc, ce qui, je crois, est important dans ce cadre-là, c'est de savoir qu'il reconnaît que ce sont ses mots, ce sont ses enseignements, et à partir de là, on peut travailler. Travailler sur une sorte de manuel de la violence, et travailler, c'est traduire, vous avez commencé à le dire, traduire à plusieurs mains, traduire en n'étant pas soi-même parfaitement locutrice de la langue khmer, mais en vous aidant, y compris en vous aidant, si j'ai bien compris, de quelqu'un qui a été un haut responsable Khmer Rouge, qui est au ministère des Affaires étrangères, et à qui vous avez pu finalement confronter vos hypothèses de traduction. Alors comment ça se passe de faire ce travail, y compris avec quelqu'un qui a appartenu à cet univers ? En fait, pour moi, c'était une façon de confirmer ma compréhension des termes et de pouvoir approfondir la traduction des mots qui étaient employés. Ça n'a pas été problématique de lui présenter le document et d'avoir cette discussion sur ce que signifiaient les termes. Parce qu'en fait, c'est un exercice auquel il était parfaitement rodé. Et là, on parle d'un... Je pense que c'est bien de citer son nom, hein, Soong Si-keun, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a été vraiment un homme clé au ministère, enfin quelqu'un qui s'occupait en fait de traduire des textes et de cette propagande Khmer Rouge au ministère des Affaires étrangères. Et puis quelqu'un qui a été proche de Pol Pot et qui a traduit des discours, enfin voilà, qui est dans cette manipulation, dans cet usage de la langue. Du coup, ça me permettait de rentrer dans la logique interne de construction du discours Khmer Rouge. Oui, ou en tout cas de confirmer ma perception de ces termes. Par exemple, le terme idéologie,
qui est traduit classiquement par idéologie et que j'ai traduit par état d'esprit. Voilà, je me disais, c'est peut-être un peu moins, voilà, ça peut-être un petit peu plus large, ça touche à plus de choses de le traduire par état d'esprit. Est-ce que ça colle ou pas, et il a confirmé, en fait. Donc ça, c'était intéressant pour moi d'avoir ce regard de l'intérieur. Ce travail sur la langue, il a une traduction visuelle dans le livre, aussi bien sur la couverture que surtout dans les intitulés de chapitres, puisqu'à chaque fois, on a des termes en khmer, avec l'écriture khmer, on a la translittération en alphabet latin, par exemple, de Santebal, qui est les, entre guillemets, gardiens de la paix, mais en fait, c'est l'organisation de terreur de S21, et puis on a votre traduction en français. Donc en fait, il y a ces trois registres, c'était important pour vous de montrer à quoi ça ressemblait et de faire comprendre qu'on passe d'une langue à l'autre et qu'il y a cette inscription dans une langue très spécifique. Oui, c'était... J'avais vraiment besoin qu'il y ait une trace du khmer. Enfin, c'était essentiel. Avec, au fond, l'hypothèse derrière que on a affaire avec les Khmers rouges, pas un communisme générique, et une sorte de marxisme décliné, traduit, et finalement, on aurait du Marx en langue khmer, mais avec l'essentiel du marxisme qui serait déjà là, et simplement adapté, mais qu'on aurait une forme d'originalité, parce que la langue de ces bourreaux est une langue, évidemment, qu'ils vont façonner pour en faire cette langue révolutionnaire, mais qui est aussi une langue qui a ses propres attendus, qui est imprégnée d'origine du sanskrit, qui est imprégnée par le bouddhisme, et que du coup, il y a une forme de spécificité khmer à mettre en évidence par rapport à l'histoire globale des communismes. Là, il y a quelque chose que la langue permettrait de cerner. En fait, ça permet de cerner l'appropriation par les Khmers rouges de cette pensée. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on creuse autour de la langue et des mots, c'est que très vite, en fait, ça nous renvoie à des pratiques. Et c'est cette articulation, en fait, qui a été la ligne directrice de ce livre et de chaque chapitre autour d'une expression qui peut être une expression qu'on retrouve vraiment beaucoup dans le cahier, ou au contraire, qu'on va retrouver une fois mentionnée et ensuite qui disparaît. Donc, en fonction de ces expressions et de ces mots si particuliers, c'est une façon de rentrer dans comment ils s'approprient ce vocabulaire et qu'est-ce que ça veut dire pour eux en termes de pratique. Et la question qui accompagne tout ça, c'est alors, ils disent qu'ils font ça, est-ce qu'ils le font? Comment ils le font? Pour nous ramener ensuite à donc qu'est-ce qu'ils pensent. Il y a comment dire, un saut, enfin un cercle comme ça. Oui, il y a un cheminement argumentatif, et c'est très important de le souligner parce qu'il y aurait un risque méthodologique évident qui serait de penser que la langue est à la fois transparente et immédiatement performative, et parce que c'est écrit, c'est réalisé. Donc il faut s'entourer de précautions pour ne pas prendre au mot les tortionnaires eux-mêmes et penser que tout ce qu'ils écrivent est une traduction pure et parfaite de la réalité. Donc comment vous avez, à quoi vous avez confronté, à quels autres matériaux vous avez confronté on va dire les prescriptions du cahier noir, qui sont quand même de l'ordre normatif. Voilà ce qu'il faut faire pour qu'un interrogatoire se passe bien et que l'esprit révolutionnaire triomphe. À quoi on le confronte pour ne pas être pris au piège d'une langue qui se voudrait toute puissante? Eh bien, on confronte à d'autres archives et à des entretiens. Et à des témoignages de survivants. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de réunir des points de vue différents sur ce qui s'est passé. Donc, les archives, il y a les aveux, évidemment. Alors, c'est compliqué à utiliser les aveux parce que extorsion sous la torture de propos, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on prend là-dedans? C'est impossible, en fait, de distinguer le vrai du faux.
Donc, ce qui va m'intéresser dans les aveux, ça va être les termes qui sont utilisés, ça va être des tournures de phrases, ça va être des dates parfois, ça va être la correspondance entre ce qu'on trouve dans des aveux et ce qu'on va trouver ensuite dans un discours officiel de Pol Pot qui, en octobre 1977, apparaît, enfin, vraiment se présente comme le chef... Oui, se révèle en quelque sorte. Se révèle, tout à fait. C'est plus adéquat comme terme. Il se révèle comme étant le chef du Parti communiste du Kampuchea. Et puis, il s'inscrit dans une histoire cambodgienne beaucoup plus longue. Et c'est là qu'on perçoit, en fait, les liens entre ce qui se fait à S21 et comment c'est utilisé ensuite dans un discours officiel. Donc il y a voilà, une mise en relation des aveux, de la propagande, des discours officiels. La propagande, quand je dis la propagande, c'est les magazines qui sont réalisés à l'époque et qui vont donner l'élan sur certaines politiques. Par exemple, cet impératif de cultiver 3 tonnes de riz par hectare. C'est typiquement voilà, on est typiquement dans le discours, dans la volonté. Est-ce que ça se réalise ? On sait très bien que c'est extrêmement rare qu'ils atteignent ce niveau de production. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment c'est mis en rapport par Dutch dans la pratique des interrogateurs. Donc il y a une circulation en fait. Oui, avec l'idée qu'un bon interrogatoire est aussi productif qu'un travail d'une brigade paysanne bien organisée dans une rizière. Voilà, et que en fait derrière cette expression, il y a une injonction à la performance. Et comment se traduit cette injonction à la performance ? Et pour travailler là-dessus, donc il y a ces archives papier et puis il y a les entretiens. Que dit un ancien interrogateur ? Que dit un ancien garde ? Que disent ceux qui ont survécu dans cette prison parce qu'ils ont été utilisés pour être mis au travail, donc ils sont restés en vie parce qu'ils travaillent dans la prison, mais ils ont aussi un récit extrêmement précis sur comment on s'adresse à eux, comment ils subissent la violence, comment ils regardent cette injonction à la performance, par exemple. C'est des choses qui font écho, en fait. Donc c'est en multipliant les sources et les types de sources que, en fait, j'arrive à retisser le lien entre le dire et le faire. Ce lien entre le dire et le faire, vous identifiez notamment une dimension très intéressante qui parcourt le livre, mais notamment dans ses premiers chapitres. C'est le parallélisme entre les verbes et les actes de violence et le travail paysan. Et l'idée de creuser, enfoncer, de la même façon qu'on va travailler la terre pour la préparer à la récolte, eh bien on va creuser le corps des victimes pour les faire parler. Et là, on voit qu'il y a ces dimensions performatives du langage. Elles fonctionnent en quelque sorte, du point de vue à la fois du vocabulaire et des pratiques qui sont associées. Oui. Et il y a voilà, les outils qui sont utilisés, c'est les outils des paysans, les injonctions. Et alors, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il y a le côté paysan et puis il y a le côté combat. Enfin, il y a aussi cette charge qui vient de l'héritage de la guerre et qui est hyper présent aussi à S21. Donc on est à cheval, en fait. Il y a une superposition, enfin ça se... Ouais, ça se superpose, ça s'enchevêtre. Vous avez parlé de combat, alors il faut peut-être dire qui sont les victimes et donc qui sont pour les Khmers rouges les ennemis, parce que c'est paradoxal, ils ont remporté la victoire le 17 avril 1975 et pourtant ils voient des ennemis partout. Alors qui sont les malheureuses personnes qui sont enfermées, interrogées, torturées, exécutées, alors que les Khmers rouges ont la main mise sur le pays? Alors ils sont, alors il y a les ennemis qui sont les ennemis depuis la guerre, c'est-à-dire tous ceux qui vont avoir été au service de la République, donc le régime ennemi, les fonctionnaires, les militaires, tout ça, ceux-là sont éliminés
généralement. Et puis, il y a aussi, par exemple, les Cambodgiens de l'étranger qui sont rappelés par Ieng Sary au Cambodge et ils sont rappelés pour servir la révolution. Et là-dedans, vous avez des gens qui vont être très engagés et moins engagés, mais qui vont vouloir venir reconstruire le pays. Et puis qui vont être décrétés ennemis parce que sous influence étrangère, parce que trop libres, parce que contaminés par l'étranger. Espions aussi. Espions. Et puis, il y a et alors c'est une des particularités qui a été soulignée au procès de Doutch sur S21, et qu'on souligne, qui est cette question des ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui viennent des rangs Khmer rouges, qui constituent à S21 la majorité des prisonniers, mais qui sont qui viennent de l'armée, qui viennent des ministères, qui vont être arrêtés dans les coopératives, dans les usines, dans les hôpitaux, enfin dans toutes ces institutions qui ont été mises en place après la prise du pouvoir. Et avec une, un panel qui est vraiment très large, c'est-à-dire qu'entre celui qui est ministre et le simple soldat qui est arrêté parce que son chef a été arrêté, il y a des degrés d'engagement qui sont différents. Et quand les statistiques sont faites par le tribunal qui s'appelle les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens qui ont jugé Doutch, quand les statistiques sont faites sur ces victimes Khmer rouges, et donc victimes de purge, il n'y a pas de différence en fait. Ils mettent tout le monde dans le même paquet. Ils ne font pas de différenciation de statut. Mais à S21, en fait, on a des... Voilà, c'est des prisonniers qui viennent de partout dans le pays et avec des statuts et des passés différents. Et des gens qu'on veut faire avouer. Ça, c'est très frappant parce que c'est pas un pur lieu de mise à mort comme ça a pu exister dans d'autres régimes communistes ou d'autres lieux où il y a eu des massacres de masse et des crimes de ce type. L'idée est quand même qu'il faut que les gens avouent. Et le plus souvent, ils n'ont rien à avouer, au fond, parce que ce ne sont pas des espions ou des ennemis de l'intérieur. Donc, il y a toute cette tension entre la volonté de les faire avouer, de leur faire avouer des choses et des complots les plus extraordinaires les uns que les autres, et puis des gens qui doivent inventer, en fait. Alors, on a pu trouver ça au moment des grands procès de Moscou, par exemple. Mais là, on a l'impression que c'est systématisé, que la place de l'interrogatoire et de l'aveu est centrale dans ce dispositif. Elle est centrale et en fait, elle étaye l'infaillibilité du parti. Et elle alimente, elle alimente la chasse aux ennemis, la traque des ennemis. Mais oui, l'aveu, c'est... Et non seulement l'aveu est central, mais en plus, il faut que la personne interrogée endosse, en fait. C'est-à-dire quasiment valide cette version de l'histoire. Alors, c'est un des versants le plus saisissant de l'anéantissement. Quand je parle d'anéantissement, c'est ça. C'est-à-dire que ils effacent, en fait, par ces aveux, l'histoire de la personne pour en inventer ou en créer une autre, et que cette autre histoire, elle alimente un récit national d'un parti qui défend le pays contre ses ennemis. C'est un cercle vicieux. Oui, l'adjectif orwellien est souvent très galvaudé, mais là, on est dans quelque chose qui s'en rapproche malgré tout. À la fin de 1984, Winston est amené à penser contre lui-même et à abdiquer ses propres pensées, tellement l'efficacité du pouvoir est forte. Et là, la langue permet quand même de saisir un petit peu que c'est le même type de but, c'est-à-dire faire renoncer les gens à leur propre langage et aux associations langagières. Je pense notamment à tous les passages que vous évoquez sur les liens familiaux, aussi bien d'ailleurs pour les gens torturés que pour l'autocritique des interrogateurs qui sont souvent amenés à dire « bon, voilà, j'ai pas été assez ceci, assez cela ». Et souvent, ce qui revient, c'est qu'ils sont trop proches de leur famille, ou ils ont des liens familiaux trop forts, et qu'au fond, la seule chose digne d'intérêt, d'attention, c'est l'encart, c'est l'organisation, c'est la révolution, et que tout le reste et tout ce qui est affectif doit totalement disparaître, et qu'en gros, il faut arriver à faire en sorte que par la langue, les gens endossent
le fait de se désaffilier totalement de tous leurs liens affectifs. Oui, et c'est assez intéressant dans les autocritiques des gardes, par exemple, quand on regarde en fait comment ces autocritiques, où ils disent d'abord quels sont leurs mérites et puis ensuite quels sont leurs défauts et comment ils vont corriger en fait tout ça. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que dans le document même, l'encart prend la place de la famille, c'est-à-dire que vraiment, c'est y compris écrit sur la page qu'il y a ce glissement. Il faut que l'encart prenne la place des parents et donc les gardes vont être les enfants de l'organisation et les enfants du parti. Ça, c'est assez saisissant parce que ça se passe du côté du personnel. C'est pas, c'est pas juste... c'est pas seulement du côté des ennemis où l'encart et le parti vont les blâmer parce qu'ils ont trahi. Alors les trahisons, c'est politique, économique, ça peut être du sabotage. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui casse un outil, il trahit la révolution et il trahit le parti. Et il peut être arrêté et tué pour ça. Et ça, c'est pas une spécificité de S21, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans le pays. Parce que, j'ai pas précisé, mais S21, c'est pas la prison la plus importante du Cambodge. C'est pas la prison où il y a eu le plus de morts. En revanche, les prisonniers qui étaient amenés à S21, en théorie, enfin, je veux dire en principe, c'est pas la théorie, mais en principe, ils étaient tous tués. Et donc là, on est dans vraiment une mise à mort massive et systématique. Dans cette emprise de l'encart sur ces gens interrogés, ça va même, dans le cahier noir que vous étudiez, jusqu'à une chose qui paraît très paradoxale, c'est qu'il ne faut pas que les gens meurent trop tôt. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse préserver la vie des gens qu'on interroge jusqu'au moment où l'organisation a décidé qu'on pouvait se passer d'eux, ils pouvaient disparaître, être anéantis, mais ça ne peut pas être le fait du hasard. Un bon interrogateur est celui qui a une emprise sur sa victime jusqu'à décider du seuil de violence et du moment de sa mort. Oui, il faut que l'encart décide du moment de la mort. Et l'encart à S21, c'est Doutch. C'est la figure d'autorité, en fait. C'est la figure du pouvoir. Donc, évidemment, si un détenu meurt avant d'avoir fait des aveux, c'est pas bon pour l'interrogateur. Ça veut pas dire qu'il est systématiquement arrêté et ensuite tué, mais il y a cet impératif de maîtriser, de décider du moment de la mort des ennemis. Et c'est intéressant parce que votre livre montre qu'il y a quelques petits moments où la machine se grippe. Évasion, suicide, c'est rare, mais qu'est-ce qu'on peut dire du coup des formes de résistance qui existent à S21 ? Alors les formes de résistance qu'on trouve vraiment de manière très... C'est presque caché parfois. C'est-à-dire que dans le cahier noir, on a cette mention de... il y a un passage presque tragique où Doutch reproche qu'un détenu se soit échappé. Alors c'est une mention très rare. Je ne sais pas si ce détenu a été rattrapé à un moment ou à un autre, mais cette question des évasions, c'est un peu la part cachée. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais il y en a eu puisqu'il y a un garde, un chef de groupe de garde qui a été arrêté à S21 et qui s'est échappé et qui s'est réfugié au Vietnam et qui est revenu en 1979 avec l'armée vietnamienne qui a renversé le régime Khmer Rouge et qui a chassé ce régime de Phnom Penh. Et ben cet homme qui s'était enfui, c'est lui qui a permis de localiser des fosses, en fait, dans le périmètre de S21 à Phnom Penh, et même dans un périmètre un peu plus lointain, dans la banlieue sud de Phnom Penh. Donc voilà, les évasions, c'est une vraie question, et un vrai drame pour S21, pour Doutch,
et pour le parti. Enfin, il parle de défaite, hein, donc on est dans une guerre. Et puis, il y a aussi ces formes de résistance qui sont, qui traversent certaines archives, qui sont par exemple un détenu qui va avaler une vis pour se tuer, ou un détenu qui va attraper une arme et se tirer une balle dans la tête pour mourir. Donc c'est des formes de résistance qui conduisent à la mort, mais c'est des formes de résistance qui sont un problème pour l'encart, qui va donner des instructions. Portez pas il ne faut pas qu'il y ait d'écharpe dans les cellules pour qu'ils ne puissent pas se pendre. Il y a une histoire incroyable de cette jeune femme qui s'est pendue dans une cellule et c'est tout à fait les types d'incidents que Dutch ne pouvait pas digérer, mais qui est une espèce de défiance à cette entreprise de S21 qui est de faire mourir, de décider quand il faut mourir, mais c'est la mission de S21. Un mot sur ces tortionnaires. Il y a un paradoxe, peut-être une contradiction entre le caractère très écrit et formalisé des instructions et des leçons dans ce cahier noir et le caractère très fruste du niveau d'éducation de beaucoup de ces jeunes gens issus du monde paysan, dont beaucoup, semble-t-il, ne savent pas forcément lire. Du coup, comment on concilie les deux? Quelque chose qui est une place de l'écrit très importante, mais des tortionnaires parfois illettrés. Alors, le bureau des interrogateurs, c'est quand même plutôt des gens qui savent lire. C'est aussi la moyenne d'âge, c'est 22 ans. 22 ans, donc ils savent taper à la machine. Donc, il y a un niveau d'éducation qui est quand même un peu plus poussé. Et puis il y a Dutch, son adjoint Pon, son adjoint Chan. Tous ces gens sont des enseignants à la base. Dutch, c'était un prof de mathématiques, en fait. Et donc, ils ont à leur service des gens qui, quand même, savent écrire. Parce que les aveux, quand les prisonniers... L'idéal, c'est que le prisonnier puisse écrire ses aveux de sa main. Parce que c'est une façon d'endosser, enfin, de valider, en fait, le propos. Mais quand ils ne peuvent pas écrire, c'est les interrogateurs qui écrivent les aveux. Donc il faut savoir écrire. Et en fait, le bureau des interrogateurs, c'est un peu l'unité d'élite de S21. Et donc par rapport à des gardes qui vont être un peu plus jeunes, recrutés plus tardivement, mais il y a aussi ce phénomène dont les archives portent trace, qui est d'une forme de régénération des rangs révolutionnaires. Donc Dutch va aller recruter des jeunes dans les bastions Khmer Rouge, où il y a beaucoup de paysans, de familles très pauvres, et qui sont comme une page blanche sur laquelle on peut écrire. Et donc il va aller recruter ces jeunes pour les faire venir à S21, pour les former. Alors ils sont formés d'abord à la paysanne, c'est-à-dire dans les rizières, dans les champs, ils cultivent les terres, et puis ils vont être formés ensuite à des techniques militaires et ensuite intégrés dans S21, soit comme garde, soit comme messager, soit comme interrogateur en fonction de leurs compétences. Mais le bureau des interrogateurs, c'est un peu c'est là qu'il y a le plus de membres du parti, c'est là qu'il y a le plus de membres de la Ligue communiste, de la Ligue de la jeunesse communiste du Kampuchea. Donc, on est dans les organes du parti et on est dans quelque chose de plus, un peu plus élitiste que d'autres sections de S21. Est-ce qu'en dehors de cette position un peu de prééminence, est-ce qu'il y a des gratifications pour ces interrogateurs et tortionnaires? On sait que commettre des actes de violence, on peut y prendre goût, mais c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui ont besoin aussi d'alcool ou de s'enrichir. Voilà. Est-ce qu'il y a des dimensions un peu gratifiantes qui accompagnent ou qui facilitent ces passages à l'acte? Alors, s'enrichir, non. C'est dans d'autres contextes. Mais... dans les gratifications, alors par exemple, j'avais fait un entretien avec un garde et en fait, quand
il y avait la routine à Phnom Penh. Donc quand quand son chef l'envoyait dans la rizière pour aller cultiver le riz en saison des pluies, et ben pour lui c'était un peu comme des vacances. Et donc ça c'était une gratification. Après, dans les autres possibilités, les autres les perspectives qu'on peut leur offrir, il y a cette perspective d'entrer dans les organes du parti, que ce soit la Ligue communiste de la jeunesse du Kampuchea, je l'ai interverti, la Ligue de la jeunesse communiste du Kampuchea, et ou éventuellement rentrer au parti. Il y a des évaluations d'ailleurs qui sont faites dans les documents pour dire fais des progrès, fais pas de progrès. Voilà, il y a aussi tout cet arsenal en fait qui permet de suivre l'évolution de ces agents. Et dans des cas un peu plus tendus, il y a aussi un chef qui va pouvoir protéger un subordonné en le mutant en interne. Mais c'est des choses que j'ai trouvées aussi parfois dans les archives et dans les entretiens. Pour revenir à la trame sémantique, linguistique de votre livre, votre travail dialogue avec celui de Victor Klemperer, qui est ce grand linguiste qui a mis en évidence ce qu'il appelait la lingua tertia imperi, la langue du Troisième Reich, parce que tous les deux s'interrogent sur comment un régime avec des visées extrêmes est aussi extrême dans sa manière de façonner le langage et de remodeler le langage. Est-ce qu'il n'y a pas une différence, pourtant évidemment c'est une différence de contexte, mais entre la langue nazie et la langue Khmer Rouge, si on peut dire, du côté de la langue nazie, on a souvent remarqué des formes d'euphémisation, on parlera d'opération, on parlera de réinstallation des Juifs, l'album d'Auschwitz, on avait reçu Tal Brugman à ce micro pour l'évoquer, parle de réinstallation des Juifs de Hongrie sur sa page de titre, et non pas des opérations réelles d'assassinat. En vous lisant, on a l'impression que la langue de Lankar assume beaucoup plus la violence, que c'est quelque chose qui est assumé, mis en évidence, que ce caractère performatif d'une langue de combat, voilà, il y a à la fois la volonté du secret dans un certain nombre d'opérations, mais la langue assume quand même cette forme de violence. Ah oui, je crois, et puis en particulier à S21. Et là, je ne parle que de S21 puisque le document émane de là, mais c'est ça qui m'a intéressée en fait. Cette violence, elle se traduit aussi d'ailleurs, au-delà des manuels d'interrogatoire, par des slogans, par des choses qui passent à la radio. C'est aussi quelque chose qui imprègne sans doute le quotidien des Cambodgiens de l'époque, pas exactement dans les mêmes termes, mais c'est quand même le régime entier qui est fondé sur des injonctions à l'action, au combat, à la mobilisation. S21, c'est en quelque sorte la pointe avancée d'une entreprise langagière plus large. Oui, le premier terme que j'étudie en fait dans le livre, c'est Datkat, qui est vraiment une exclamation par excellence, alors qui n'est pas du tout spécifique à S21, qui est cette injonction à être absolu. À être, ils ont un autre terme qui s'appelle pedaknya, qui est être résolu, quoi. Il faut être déterminé, il faut, voilà. Et ça traverse le quotidien de n'importe quel Cambodgien, qu'il soit du peuple ancien, du peuple nouveau. Enfin, je veux dire, c'est un mot qu'ils entendent absolument partout, et qui est le signal, enfin voilà, qui accompagne en fait chaque mise au travail, chaque action ordonnée dans leur quotidien. Il y a un autre élément qui m'a frappé en vous lisant, c'est ces formes de mépris, d'humiliation infligées par le langage aux gens qu'on interroge ou aux prisonniers, et qui vont tellement loin que parfois on voit qu'il y a des jeunes gardes ou tortionnaires qui sont un peu gênés, par exemple de s'adresser à un aîné, de s'adresser à un bonze, en utilisant des formes, je crois que c'est le A originel, le A qui commence l'injonction, qui est une forme très irrespectueuse d'adresse à des gens qui sont plus haut placés dans la hiérarchie ou plus anciens. Et on voit que même parfois des Khmer rouges eux-mêmes sont perturbés par cette violence du langage qu'ils doivent endosser. Oui, et ça c'est un des hommes qui travaillait à S21 qui en fait mention dans un récit, un texte. Alors parce qu'il est décédé il y a longtemps, mais il a laissé une trace de témoignage aux archives alors pas de S21, mais de ce qui est devenu le musée du génocide de Tulsleng.
Et c'est lui qui fait part de cet épisode où effectivement les jeunes gardes font le rapprochement avec le traitement de leur père au village. Est-ce que c'est digne, en fait, de... Alors, ils le disent pas comme ça, et c'est moi qui interprète, mais voilà, est-ce qu'on peut parler comme ça à cet homme qui travaille dur dans la prison et est-ce qu'on parle de la même façon de nos pères dans les rizières et au village ? Comme il y a beaucoup de profs qui nous écoutent, peut-être une dernière question pour savoir comment on parle de ces événements, parce qu'il y a eu beaucoup de débats, et votre livre ne porte pas du tout là-dessus, il y a eu beaucoup de débats, dans les années 80-90 principalement, sur est-ce qu'on parle de génocide, est-ce qu'on parle d'autogénocide, quelle étiquette on met là-dessus, et finalement c'est des débats qui sont en partie dépassés, mais on a toujours besoin de mots pour transmettre, notamment à des élèves qui ne connaissent pas du tout ces sujets. Donc comment vous en parleriez pour se mettre du côté cette fois de ceux qui doivent trouver des mots les plus justes possibles? Est-ce qu'on est dans une machine de mort, dans une entreprise, dans une politique de violence Personnellement, dans mes travaux, c'est plutôt ces termes-là que j'emploie, politique de violence, parce que c'est assez large en politique de violence de masse. Mais comment on peut parler de ce qui s'est passé au Cambodge entre 1975 et 1977, parce que ça a l'ampleur numérique d'un génocide, sans avoir forcément exactement les mêmes dimensions de ciblage, d'intentionnalité, dans la définition d'un groupe, etc. Est-ce que vous avez des pistes, ou est-ce que ça reste compliqué d'étiqueter ce qui s'est passé? Alors, c'est pas évident, parce qu'en fait, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on est obligé, quand on parle de génocide, de rentrer dans les catégories établies par les génocidaires. Mais ce qui est quand même très important au Cambodge, c'est cette division d'une population en peuple nouveau, peuple ancien, qui accule toute personne définie comme peuple ancien, comme peuple nouveau, à être maltraités à une échelle. Je veux dire, ils n'ont pas à manger, c'est travail forcé, l'épuisement, les maladies ne sont pas soignées, c'est à une échelle. Les familles sont éclatées. Enfin, voilà, c'est à une échelle énorme. Et il y a cette en tout cas, c'est ce qui vient dans l'étude que j'ai faite sur S21, c'est qu'il y a une façon de rejeter hors du peuple khmer les ennemis. Alors les ennemis qui sont définis au départ comme étant les républicains, les capitalistes, les féodaux, les ennemis de classe, en fait, ce qu'on voit dans le cahier noir, c'est qu'il y a un glissement de cette définition. Et donc ces ennemis de classe deviennent des ennemis tout court, c'est plus flou. Mais par contre, ce qui n'est pas flou, c'est que cet ennemi, décrété ennemi, n'est pas réformable. Alors il y a des gens qui sont envoyés en rééducation par le travail, etc. Mais en fait, ils ne sortent pas de cette catégorie peuple nouveau. Et ceux qui sont décrétés ennemis, en fait, ils sont, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les archives de S21, ils sont extraits du peuple. Et donc, il y a une ostracisation, alors qui n'est pas nouvelle, parce que c'est des choses que les Khmers rouges eux-mêmes ont vécues, et voilà, des choses qui ont été... mais avec une violence paroxystique et une ampleur colossale. Donc moi, je parle de génocide au Cambodge contre ces gens-là qui ont été rejetés par les Khmers rouges du peuple khmer. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro? Alors, ce qui me vient là, juste à la suite de nos discussions, c'est L'élimination de Ritipan et Christophe Bataille. Je pense que c'est une prolongation intéressante sur ce qu'on vient d'évoquer. Et il y a un film qu'il a fait qui me touche beaucoup aussi. Alors
qui s'appelle Les tombeaux sans nom et que je trouve très beau dans cette quête d'aller chercher les disparus de sa famille. C'est vraiment un autre aspect de cette histoire. Merci beaucoup Anne-Laure Poré. Je rappelle le titre de votre livre, La langue de l'encart, le son de mer rouge d'anéantissement. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.